Bienvenue à vous, content de vous retrouver pour ce nouveau funeste fret. Alors comme vous pouvez en juger sans doute, je ne pense pas qu'on peut dire ça franchement rétabli par rapport à la fois dernière. Je ne pense pas, non, mais on va s'efforcer de faire de son mieux et merci encore à vous, qui avez dans l'ensemble, oui, l'endurance de me suivre. Je me dis qu'il y a des choses qu'il faut plutôt laisser aux spécialistes et ici, en matière d'histoire contemporaine sérieuse, sur cette plateforme se dit YouTube, oui, sérieusement, ces personnes, ces spécialistes, je ne sais pas trop qui ils sont, je ne sais pas trop où ils sont, mais bon, je me disais, entendez, dans le cadre de la commémoration du 100e anniversaire, cette année 2024, le 100e anniversaire de la disparition de Lénine, plutôt que d'ici le 31 décembre prochain, vous proposer d'autres numéros thématiques complets qui, dans l'ensemble là, pourraient s'avérer quelque peu assez bof dans le chef de votre serviteur. Pourquoi ne pas, dans le cadre du mois de novembre, ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée, en novembre et dès maintenant, dès aujourd'hui, dès ce numéro, ouvrir avec une référence, une citation, une référence qui pourrait vous intéresser, littéraire, musicale, poétique ou autre, oui, une citation, une référence, une mention, une anecdote. Et pour ouvrir celui-ci de numéro, tout simplement, comme on en parlait la semaine dernière, je ne l'avais pas encore, je l'ai reçu depuis, vous allez voir, sa couverture, il est là. Voilà, 10 jours qui ébranlèrent le monde dans la réédition de la collection Le Temps retrouvé du Petit Mercure au Mercure de France, le livre de John Reed. Au Petit Mercure, je vous avais dit la semaine dernière, quelle impression ça me faisait d'avoir fait le choix chez notre éditeur d'intégrer ce livre-là dans cette collection-là, qui demeure, je l'ai dit et je le redis une fois de plus, une très belle collection. Mais voilà, et je m'empresserai de rappeler de même qu'il y a une autre édition récente dans une traduction de la traduction du livre de John dans notre langue chez nos amis de chez Delga. Et puisque nous avons affaire avec nos amis à une maison d'édition plus modeste peut-être, portez votre choix dans un premier temps dans leur direction, du côté de chez eux, ça me semblerait plutôt bien, et je ne vous interdis pas, comme je l'ai fait par ailleurs, d'acquérir l'édition du Mercure, du Petit Mercure, à laquelle on a intégré, je m'empresse aussi de le préciser, la préface de Lénine et le texte de postface rédigé pour sa part par Nadejda Krupskaya, l'épouse de Lénine, décédée vers 1939. Oui, le texte de l'épouse de Nadège est peut-être plus intéressant encore que celui de Lénine. Je vais vous lire un petit fragment du texte de Nadège et tout de suite le temps, si vous oui, permettez que mes bigleuses, voici. Je vais vous lire la préface de Vladimir Ilitch. J'ai lu avec un immense intérêt et la même attention jusqu'au bout le livre de John Reed. 10 jours qui ébranlèrent le monde, je le recommande du fond du cœur aux ouvriers de tous les pays. Je voudrais que cet ouvrage fût répandu à des millions d'exemplaires et traduit dans toutes les langues car il donne un tableau exact et extraordinairement vivant d'événements qui ont une si grande importance pour l'intelligence de ce qu'est la révolution prolétarienne, de ce qu'est la dictature du prolétariat. Ces questions sont aujourd'hui l'objet de la discussion générale, mais avant d'accepter ou de rejeter les idées qu'elles représentent, il est indispensable de comprendre toute la signification du parti que l'on prendra. Sans aucun doute, le livre de John Reed aidera à faire la lumière sur ce problème fondamental du mouvement ouvrier universel, Vladimir Lénine.
Sur John Reed, alors John Reed, dont Nadejda Krupskaya nous dit: «John Reed est inséparablement lié à la révolution russe. La Russie soviétique lui était devenue chère et proche. Il y a été frappé par le typhus et repose», nous l'avions dit aussi, et repose au pied de la muraille rouge du Kremlin, le seul Américain à avoir été inhumé au Kremlin. Celui qui a décrit les funérailles des victimes de la Révolution comme le fit John Reed méritait un tel honneur. John Reed qui n'avait pas même atteint son 33e anniversaire, c'était 2 ou 3 jours tout juste avant, en octobre 1920, avant son 33e anniversaire, qu'il n'eut pas le temps de célébrer. Octobre 1920, frappé par le typhus très peu de temps après son retour à Moscou. 10 jours qui ébranlèrent le monde, John Reed, je me dis, hein, histoire de faire à notre manière une transition avec la suite du contenu de ce numéro, quelque chose qui m'a toujours frappé, pour ce qui est de frapper l'imagination de votre serviteur. Je ne sais pas si vous connaissiez, vous savez, Vladimir Ilitch, la tentative d'assassinat sur lui par Fanny Kaplan en 1918 a eu plus ou moins, sur le plus ou moins long terme, des conséquences qu'on qualifiera de funestes, hémiplégie et peu à peu des troubles sur le plan cognitif aussi. Et la première fois que fut remarqué en public et ultérieurement rapporté l'une de ces absences constatées en public de Lénine. Ce fut la fois où, se trouvant, après une réunion, après la tenue d'une réunion, il se tenait à quelques mètres derrière un camarade qui lui tournait le dos, et camarade au sujet duquel il fit cette réflexion. Oui, Lénine aurait déclaré au sujet de ce camarade, il aurait déclaré: «Il a 12 buissons. Il a 12 buissons». Il y a là quelque chose qui fout un peu les jetons, il est vrai, ne serait-ce que par la double résonance biblique, sans vouloir forcer sur la note, hein, et comme nous allons glisser vers une pente plus surnaturelle, c'est que oui, j'ai remarqué qu'il y a des intervenants, les rares intervenants sur YouTube qui ont ou qui ont encore ma sympathie. J'ai remarqué, ils ne s'en cachent absolument pas. Ils ont rallié sans l'ombre d'une hésitation. Ils le reconnaissent. L'opportunisme d'Halloween, on va faire de même alors. Oui, on va faire de même, pourquoi pas, et ce sera l'occasion pour moi dans quelques secondes, car j'avais très envie de le remettre en ligne aussi. Ce texte, hein, je remets de temps à autre en ligne des textes que j'avais déjà enregistrés dans des numéros antérieurs, mais que j'ai retirés parce que je n'en étais pas de ces numéros particulièrement satisfaits, ou pour d'autres raisons techniques ou autres, enfin peu importe. Et là, j'avais très envie de remettre en ligne ce texte qui se trouve dans le 6e des 12 tomes de sa fresque à lui, à Anthony Powell, à l'écrivain britannique Anthony Powell, sa ronde de la musique du temps. On faisait allusion à 12 il y a quelques instants. Eh bien, il y a 12 volumes en tout dans cette ronde d'Anthony Powell, et dans le 6e tome, qui s'intitule De braves gens, dans lequel Anthony Powell s'attarde sur des observations là relatives à des changements, des mutations qui sont en train de s'opérer dans la société britannique de son temps, et qu'il nous rapporte entre autres dans ce volume. Et il faut se dire que ce fut une entreprise de gigantesque, tant sur le plan de la rédaction que pour ce qui fut d'envisager une traduction dans notre langue à partir d'une époque. Ça a pris du temps. Seul l'éditeur Christian Bourgois
Oui, au bout d'un moment, se déclara volontaire pour activer ses équipes là-dessus et il faudra encore attendre une trentaine d'années. Oui, je pense bien 30 ans au total pour avoir enfin l'édition de poche et sur les 12 tomes, six à ce jour sont parus, désormais disponibles en format de poche, en 10-18, bien entendu, chez Christian Bourgois. Alors le sixième, je pense que vous n'avez pas, de mal, jusqu'à présent à me suivre. Le 6 tome de la ronde de la musique du temps, je le prends. Je vais vous montrer la couverture, très beau design aussi chez 10-18. Anthony Powell, oui, héros, de la Seconde Guerre mondiale, détenteur de toutes les plus hautes récompenses, de tout, dans les services secrets, oui, de toutes les plus hautes récompenses, tous les plus hauts titres honorifiques de la couronne de Grande-Bretagne et qui ensuite se retirera sur ces terres pour se consacrer à la rédaction de cette œuvre monumentale pour notre Gallois, et qui aura un jour, en découvrant une toile, j'ai oublié le nom du peintre, mais je peux vous mettre ça en description. Oui, la toile qui devait lui inspirer son œuvre et le titre de son œuvre, La ronde de la musique du temps, largement autobiographique aussi. Et avant de vous lire notre histoire de fantôme, ben oui, on glisse sur la pente, dangereusement, je ne sais pas, mais on va glisser de plus en plus sur la pente du surnaturel et même pire aujourd'hui. Alors, mais avant notre histoire de fantôme, je peux vous lire ce fragment. Le docteur Trelawney, écrit notre auteur, notre Gallois, le docteur Trelawney dirigeait un centre voué à son propre dogme religieux et philosophique, culte bizarre, certains disaient magique, dont il était le grand prêtre, sinon le Messie. Cet établissement constituait l'une des forteresses des idées farfelues assez fréquentes au cours des 10 ans qui ont précédé la guerre. Partisan d'une vie simple, socialiste, utopique, spiritualiste, occultiste, théosophe, quiétiste, pacifiste, futuriste, cubiste, adepte de tout poil dans leur rapport avec la vie et l'art, qu'on classa plus tard irrémédiablement dans des catégories religieuses, politiques, esthétiques ou psychologiques, était alors considéré par les personnes éclairées comme à peu près tous à fourrer dans le même panier, collection d'illuminés occupés à construire un nouveau ciel et un nouvel Éden grâce à leurs activités saugrenues, sinistres ou comiques selon le point de vue que l'on choisira. Le docteur Trelawney en constituait un excellent exemple aux yeux de ses voisins. Il existait un doute infranchissable. S'agissait-il d'un saint homme, en tout cas d'un homme vertueux et simple, qu'il convenait de tolérer et peut-être même d'admirer, ou d'un simple charlatan, voire d'un dangereux escroc que les personnes raisonnables devaient combattre. Je vais vous lire le passage sur les fantômes. Je vous en ai déjà parlé, hein, c'est pas la première fois que je mets ce texte en ligne. Et je vous avais expliqué, il était allé à l'école avec quelques-unes des plus grosses pointures de la littérature britannique de son siècle, Evelyn Waugh, Aldous Huxley, et il avait très rapidement réalisé que non, pour ce qui était d'être à la hauteur, se mettre dans l'idée de les concurrencer, cela, il fallait mieux oublier. Et il s'était dit, et vous l'avez compris avec ce que je vous ai rapporté juste avant, il aura eu tout le temps de se faire bien voir et de se faire connaître, et même reconnaître, et mieux encore dans d'autres secteurs, d'autres activités que la littérature. Il s'était dit, le jour où moi je m'y mettrai, ce sera vraiment pour vous servir, pardonnez la pauvreté de formulation, mais pour aller droit au but, ce sera vraiment mon truc, mon trip, oui, hein, encore un anglo-saxon, on peut se le permettre, ce sera vraiment
mon trip, hyper trip, appelez ça comme vous voulez. Certains parlent du Proust anglais, du Proust britannique, mais nous ne reviendrons pas là-dessus aujourd'hui. C'est sujet à controverse, laissons ça pour une autre fois. Oui, ce sera vraiment le jour où moi, je m'activerai de la plume. Ce sera vraiment pour vous servir quelque chose de bien particulier, mmh. Ce qui adviendra avec sa ronde de la musique du temps. Alors on attend les 6 autres volumes avec impatience chez 10-18. Notre histoire de fantôme, si je n'ai pas paumé mon post-it, oui, c'est avant. C'est avant dans le volume. Là, il nous entraîne du côté d'un patelin qui est Stonehurst, hein. Oui, je n'ai plus beaucoup pratiqué mon anglais depuis la fin de mes études secondaires, mais la pierre et Hearst, non, non, heurte le cou, non, non, c'est pas pareil ici, il y a un S, mais voilà, il va nous parler de Stonehurst. Mais j'apprécie ce réalisme, hein, cette façon dont il s'est refusé à complexer, à l'adresse de ses copains d'école, le cas échéant, directement de ses copains de classe. Et ça me fait songer oui, je ne sais pas si c'est une autre recommandation que je peux me permettre de vous donner au passage, mais j'ai le souvenir quand, je me dis précisément, certains auront peut-être été, le cas échéant aussi, allez savoir, déçus du fait de ne pas avoir produit, du fait que je n'ai pas écrit davantage dans le cours de mon existence. Et un petit peu dans le même ordre d'idées, sans nullement me comparer à Monsieur Powell, à Mister Powell, je me souviens que lorsque j'étais arrivé, pour ainsi dire, au début, oui, au début, sur le point d'entrer, dans le début de ma vie adulte, à la fin de mon parcours scolaire, lorsque j'ai eu affaire pour la première fois à des enseignants, plus précisément des enseignantes qui ne me trouvaient sur le plan de l'écriture aucun talent particulier, alors que jusque-là, tous les autres s'étaient dithyrambiques, oui, on saluait comme un feu sacré en moi. Et là, c'était plus le cas et je n'ai pas fait mon orgueilleux, je n'ai pas voulu faire mon orgueilleux, j'ai décidé de ne pas faire mon blessé et je me suis dit: «Alors là, ça, quelque part, ça veut dire quelque chose». Et je pense que je ne suis pas en train de faire porter le chapeau à ces enseignantes de m'être, abstenu d'écrire comme j'aurais peut-être dû le faire, mais je pense que oui, ces enseignantes, m'auront mis à l'abri de pas mal de désillusions, oui, de situations bien amères, âpres dans l'existence, je ne dis pas, pour ce qui eût été de s'obstiner à pondre, ad vitam aeternam, oui, s'esquinter, s'obstiner à pondre un peu tout et n'importe quoi en se persuadant d'avoir au fond de soi un feu sacré, mais enfin bon, vous savez, le feu sacré a bientôt 53 ans, franchement, je m'en tape un peu, mais c'est pour vous dire qu'il doit toujours y avoir voilà, ne réagissez pas, ne vous sentez pas quand vous avez été habitué à des louanges et que brusquement, d'un jour ou l'autre, ça change et que vous savez qu'il n'y a rien de calculé là derrière, hein, que ça ne fait pas partie d'un plan, un plan particulièrement destiné à vous nuire. C'était pas du tout le cas alors, du tout, du tout. Réfléchissez-y avant de faire le blessé, hein. Mais je ne veux pas pour autant me comparer à Anthony Powell et pas davantage avec le sens du réalisme qui alors avait pu le caractériser, hein, pour ce qui était lui, d'attendre un peu, de faire, du journalisme, de placer des articles ci, là, mais de ne pas se donner comme objectif premier tout de suite, tout du moins dans l'existence, d'écrire des bouquins, de s'adonner à je ne sais quel projet irrésistible ici-bas. Alors, notre histoire de fantômes, les fantômes de Stonehurst. Écoutez ceci, comme c'est bien,
Oui, on va dire ça, comme c'est bien torché. Les fantômes de Stonehurst, par contre, oui, les fantômes de Stonehurst constituaient les fantômes constituaient une des caractéristiques de l'endroit, presque un de ses agréments à mes yeux, en tout cas, quelque chose de plus réel que les suffragettes. Bilson, la bonne, s'était réveillée de bonne heure il y avait 1 ou 2 semaines de cela pour voir une forme blanche immensément haute, debout à côté de son lit et qui disparut avant que Bilson n'ait retrouvé ses esprits. On aurait pu y voir un simple effet de l'imagination capable de provoquer la raillerie plutôt que l'intérêt ou la sympathie. Bilson cependant avoua qu'auparavant elle s'était déjà trouvée en face de cette apparition ou d'une autre toute semblable, spectre malheureusement confirmé pratiquement dans les mêmes termes par la domestique qui avait précédé Bilson. Bref, il semblait que la maison fût indéniablement hantée. De toute façon, les bonnes ne semblaient guère soucieuses de rester longtemps dans un endroit aussi retiré que Stonehurst, et les fantômes ne devaient guère les y encourager. Peut-être était-ce une coïncidence qui avait fait se succéder 2 personnes aussi nerveuses dans cette même chambre de bonne. Ni Albert, ni Mercy, la femme de chambre, n'avaient jusqu'à présent été soumis à une telle épreuve. Par contre, ma nurse, Edith, avant ma naissance, elle avait elle-même fait fonction de femme de chambre, avait de temps en temps, ma nurse Edith avait de temps en temps entendu des coups frappés dans la chambre d'enfant sans qu'on pût me les attribuer, comme on l'avait fait sur le moment. Qui plus est, ma mère reconnaissait éprouver de temps en temps, et cela même en plein jour, l'impression inquiétante d'une présence dans sa chambre. Elle s'était réveillée 1 fois ou 2 au beau milieu de la nuit en proie à une sensation inexplicable d'horreur et de pressentiment funeste. Je rapporte cela comme un fait accepté à l'époque. Dans une famille plus rationnelle que la mienne, on n'y aurait vu que de simples balivernes. Chez des gens à la métaphysique plus rigoureuse, cela aurait sans doute causé quelques émoi. Chez moi, cela n'avait provoqué ni scepticisme, ni agitation particulière. On abordait généralement le sujet que derrière des portes closes, à seule fin que la demeure ne se retrouvât point avec une réputation risquant de tarir à jamais l'éventuel recrutement de domestiques. On essaya nullement de m'éviter de telles conversations. Ma mère ainsi que ses sœurs, quand elles étaient jeunes filles, avaient toujours adoré les excursions dans l'univers de l'invisible et même les inconvénients que risquaient d'attirer les fantômes de Stonehurst n'y pouvaient rien. Mon père, plus réticent au sujet de ces forces obscures, était tout aussi prêt à s'y laisser prendre. Bref, ces fantômes faisaient partie intégrante de la maison. Ils ont constitué en fait l'élément le plus remarquable. Anthony Powell, la ronde de la musique du temps. Et avant notre texte de clôture, je vais vous signaler quelques nouveautés ou parutions récentes, histoire de rester bien dans le ton de ce que vous savez. Je vous avais raconté dans un numéro antérieur aussi comment ça s'était passé au début, lorsque cette fête d'Halloween avait été importée chez nous. Je vous avais dit ce que j'avais alors ressenti et comment ça s'était passé, les bides, les fours au début pour les premières soirées vers 95, 94, au plus tôt. On en reparlera un autre jour si ça vous dit, mais histoire de rester dans le ton, allez, on va dire ça, pour la dite fête d'Halloween. Vous avez certainement, oui, si vous vous intéressez un tantinet à l'actualité du livre, vous avez certainement entendu parler de l'arrivée de Lovecraft en Pléiade à la NRF. Est-ce que c'était un bon plan ou pas? Je ne me prononcerai pas.
Vous irez voir sur la page de la bibliothèque de la Pléiade, Soyons de notre époque, vous irez voir, je ne vais pas passer mon temps à vous les énumérer. Il y en a assez bien, tous les récits qui ont été regroupés dans ce volume, ça s'appelle d'ailleurs comme ça, Howard Phillips Lovecraft, récit pour ce premier volume d'écrit de Lovecraft sur papier Bible de la Pléiade. Alors on dit que comme ça, on peut le considérer comme ayant fait définitivement son entrée, définitivement dans le panthéon des lettres. La Pléiade, est-ce que c'est vraiment le panthéon des lettres en général? Moi, je dis que c'est plutôt le manteau de Vison, ou si vous voulez, vous préférez le manteau de Lynx du livre, la bibliothèque de la Pléiade, mais là aussi, c'est une fort belle collection, hein. Je respecte les collectionneurs de Pléiade, comme toutes celles et tous ceux qui ont cette collection en affection. Pour ma part, je n'achète en Pléiade que lorsque je suis sûr et certain, à l'exception d'un ou deux écrivains que je tenais tout de même à avoir dans cette collection, je le reconnais. Désormais, je n'achète plus que lorsque je suis certain de ne pas réussir, ou alors très, très, très difficilement en bouquinerie, pour ce qui est de mettre la main sur certains textes, lorsque je suis certain de, pour ainsi dire, ne plus réussir à les trouver ailleurs que là-dedans. Alors oui, j'achète, vous l'avez compris, en Pléiade. Je vous mets aussi en description avec les références de tous les autres bouquins, comme on le fait d'habitude. Je vous mets le nom du monsieur qui s'est occupé de la direction de ce premier volume sur papier Bible de l'ermite, de l'œuvre de l'ermite de Providence. Oui, donc vous le voyez comme vous le voulez, hein, si c'est pour vous de fait l'entrée dans l'arrivée au panthéon des lettres d'Howard Phillips, ou si c'est le manteau de prix, hein, décerné, oui, pour l'occasion à notre auteur, à vous de voir, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est pas interdit de réagir non plus en comment de temps en temps, ça me fait bien plaisir lorsque j'ai un petit retour, et je reste encore quelques instants dans la Pléiade, et histoire de retourner, quelques secondes sous des cieux, si j'ose dire, vous allez comprendre tout de suite, plus raisonnable. Le 7, dans une bonne un peu plus d'une bonne semaine, le 7 novembre, ça arrive à la Pléiade aussi, il arrive en 2 tomes. Oui, 16 œuvres complètes en 2 tomes, et je vous donne 2 indices pour l'identifier, 2 localités. Je vous donne pour localité La Haye, et je vous donne Stockholm. La Haye, c'est là qu'il a vu le jour en Touraine, mais pour éviter la confusion avec La Haye dans les Pays-Bas, on a donné son nom à sa localité de naissance, au patelin où il est né, et Stockholm, c'est là où il a pris congé de nous en Suède. René Descartes, l'intégrale de Descartes. Je me laisserais tenter si, oui, si j'avais mis un petit budget de côté pour ça, si j'avais l'intention d'investir dans une édition coûteuse, je me laisserais, oui, largement, je me laisserais tenter. Là, je dois dire, hein, 140 € tout de même pour les 2 tomes. Descartes le 7 novembre prochain, lui aussi sur papier Bible. Et une dernière nouveauté, juste avant de vous lire le texte de clôture, je vais vous montrer ce que je considère comme un acte éditorial, dans la mesure où c'est pour la première fois en poche, oui, notre autrice, dont je vais vous révéler l'identité dans quelques secondes, c'est la première fois, et je m'en réjouis que je peux la lire là en format de poche, pour sa part, et un acte éditorial aussi en poche, et aussi dans la mesure où nous avons affaire à l'une des autrices les plus singulières, hein, par sa prose poétique, la prose poétique caractérisant ses romans, Hélène Bessette. Hélène Bessette, voici, je vais vous montrer
Un roman, quand je dis parution récente, ça peut courir sur les 5 dernières années, susceptible d'être intégré à la catégorie nouveauté, à ce que j'appelle chez nous, oui, notre département nouveauté ou alors parution récente. Ici, c'est plutôt le cas. Mais j'ai mis un petit temps pour, oui, m'apercevoir que découvrir que c'était là, que ça existait. Hélène Bessette, c'est son livre Ida ou le délire. Modigliano de la partie en couverture, Modigliani, pardonnez-moi. Hélène Bessette, elle nous a quittés, elle, en l'an 2000, à l'âge de 82 ans. Il y a un autre roman d'elle qui a été édité peu de temps après dans la même collection. C'est la collection Signature, chez Point, chez Seuil, collection. Et là, j'ai découvert que la personne qui l'a en charge pour le moment, l'une des personnes qui ont en charge cette collection pour le moment, une autrice corse, nous la saluerons au passage. J'aime bien ce qu'elle écrit aussi. Laure Limongi. Oui, on salue la Corse aussi en passant. Laure Limongi qui est à la tête avec d'autres de cette collection signature. Ravi, oui, vous l'avez saisi. Je suis vraiment ravi de pouvoir enfin disposer de textes d'Hélène en édition de poche. Donc, saisissez, pourquoi ça, notamment, pour cas de figure d'acte éditorial, pourquoi ça, je tiens ça. Pour ce que je nomme dans nos numéros, l'un de nos actes éditoriaux. Ça ira en catégorie nouveauté, je ne m'étends pas. Je n'en dis pas davantage sur Hélène et sur nos amis Descartes et Lovecraft. Ils reviendront dans d'autres, ils auront tout le temps de revenir dans d'autres funestes. Lovecraft, j'aimerais bien consacrer un numéro complet à la première édition dans notre langue de sa correspondance, hein. Je vous l'ai montré aussi, il y aura un funeste Fred complet là-dessus. Alors, à vous de, encore une fois, d'estimer si c'était une bonne idée ou pas, ce melting pot de textes, de récits. Encore un petit mot, quelques instants, si vous permettez là-dessus. Si c'était une bonne idée, ce Lovecraft en Pléiade, et oui, vous irez voir la liste des récits. Je n'avais pas tout dit à ce sujet tout à l'heure. Moi, j'ai plutôt l'impression d'un melting pot à partir du moment où j'ai été habitué à la structure de ma bonne vieille édition en collection bouquin, où vous aviez dans le premier tome tout ce qui, le mythe de Cthulhu et tout ce qui tournait autour et ses satellites, hein, au mythe du grand Cthulhu. Et puis dans le deuxième tome, les récits ou les cycles de récits fantastiques indépendants et tout ce qui était essais, articles, textes d'histoire, et voilà, les essais de Lovecraft avaient été regroupés dans le troisième tome de la collection bouquin Robert Laffont. Et j'ai été habitué à lire Lovecraft avec cette structure bien opérée. Ça me fait un peu bizarre le melting pot de la Pléiade, mais peut-être que certains qui en auront les moyens ou à qui on offrira le bouquin, c'est une bonne idée pour Noël comme cadeau. Si vous en avez les moyens, pour faire un cadeau à une amie, à un ami, ou pour vous l'offrir à vous, pourquoi pas, une bonne idée de cadeau. Si vous êtes en mesure de casser le cochon ou les cochons pour ça, aussi bien Lovecraft que Descartes, hein. Moi, je serais, oui, je serais ravi si on m'offrait l'intégrale de Descartes en Pléiade, mais ne le faites pas, hein, ne le faites pas, hein. Je sais qu'il y en a parmi vous qui seraient assez fous pour... Non, non, je blague, bien entendu, je n'aurais pas tant de présomption à votre adresse, hein. Non, votre serviteur, tout de même, ne faites pas de folie, en aucun cas, jamais pour votre serviteur. Et nous allons refermer. Là, je vais remettre en ligne Azaël. Azaël, oui, ce splendide, ce récit, pour reprendre un titre de Stefan Zweig, le combat avec le démon, son combat avec le démon à lui.
par excellence, à Marcel Jouando. Je l'ai posé ici, mon exemplaire dans la blanche à la NRF, Azaël. C'est pas la première fois, oh non, que je lis ça sur YouTube, mais cette fois-ci, pour la première fois, je vais vous lire. Ce n'est pas terriblement long, hein. Si au besoin ça peut vous rassurer, ce n'est pas exceptionnellement long, mais pour la première fois, je vais vous lire le premier chapitre dans son intégralité. Azaël, j'allais dire Lovecraft, pardon, non, Marcel Jouando avait rédigé ce texte à la fin des années 20. Voilà ce qu'il dit en préface. C'est pas bien long non plus. En recherchant, disait-il en préface, en recherchant dans mes vieux papiers des truffes que je vends pour pouvoir payer les impôts d'Élise, j'ai mis la main sur le manuscrit en trois états du roman qui suit, sous le titre Azaël. Est-ce un roman? C'est un récit que j'ai écrit au cours de l'année 1927, il y a de cela 43 ans, au moment de rédiger, en 1970. Je vous laisse apprécier l'ouverture de ce livre que je vous recommanderais de lire dans son intégralité aussi. C'est un des plus beaux de son auteur, un véritable météore dans la production jouant de l'hyène. On dit comme ça, oui. Je vous remercie d'ores et déjà de m'avoir suivi. Pas interdit de s'abonner si vous avez l'endurance, si vous aimez ce que nous faisons. Pas interdit de liker non plus, hein. C'est toujours le bienvenu, ça fait toujours plaisir. Alors, permettez que je me désaltère, je prends une petite gorgée de café et je reviens tout de suite. Et nous allons nous immiscer dans Azaël. Oui, c'est une lecture un peu métal extrême, quelque part, à la façon jouant de l'hyène. Permettez. Et voilà. Alors, oui, c'est vraiment à la bonne franquette. Le premier chapitre, Marcel l'avait intitulé Le fauteuil vide. Dans l'attente inconsciente d'événements qui devaient bouleverser sa vie, Sixte s'isola complètement. Il se tenait des jours entiers, quelquefois la nuit, immobile devant sa table de travail désaffectée. Là, il fixait sans parti pris un point quelconque de l'espace, le plus souvent une photographie qui lui était parvenue dans des circonstances mystérieuses et qu'il avait, par une sorte de superstition, exposée devant lui. Il remarqua bientôt que chaque fois que son regard et les yeux de l'inconnu photographié se rencontraient, s'il s'attardait un peu longtemps, ses membres autour de lui devenaient lourds. Lourd et comme étranger à lui, une armure de plomb. À peine s'il pouvait soulever ses mains, les déplacer, comme s'il n'avait plus prise sur elles. Parfois, il perdait pied. Le monde sous lui se dérobait, le laissant suspendu au cœur de l'espace. Comme il y avait des années que personne n'avait franchi la porte de Sixte qui vivait avec pour seule compagnie un fauteuil vide, les bras étendus auprès du sien, il arriva que s'il fixait les yeux sur la photographie en question, il croyait voir quelqu'un assis dans le fauteuil. Longtemps, il refusa d'admettre que ce fût là autre chose qu'une illusion, mais devant l'obstination du phénomène à se reproduire et de plus en plus nettement, il se vit obligé de reconnaître qu'il avait affaire à quelqu'un, mais à qui? Il balança plusieurs jours avant d'oser adresser la parole à ce personnage fantomatique, peut-être illusoire. Un soir, cependant, inopinément, Sixte parla. Il s'entendit demander son nom à l'inconnu. Personne ne répondit. Un nimbe seulement, noir et or, cerna le fauteuil et Sixte ne vit plus rien que ce cercle magique au milieu duquel une forme humaine semblait se dessiner, dont la densité variait à l'infini, tantôt nuée, tantôt mirage, tantôt de neige, tantôt de marbre, tout d'un coup de chair. Alors la vision s'animait.
Sixte eût été embarrassé pour décrire une physionomie comme impersonnelle, quand une nuit l'apparition se fit plus précise, palpable. Il s'agissait d'un homme de 25 ans, peut-être, les cheveux noirs, le front haut et pâle, vêtu noblement. Le corps s'estompait comme si le visage seul eût eu de l'importance. Sixte avait besoin d'indulgence de la part de l'invisible. Il ignorait l'artifice, les intrigues, le mensonge et il se sentait surveillé, universellement, par des êtres avertis, comme si le monde entier le traquait. Sous cette menace, de généreux et naïf qu'il était, il se sentait devenir cruel. Qui s'est surpris jamais où je suis, se disait-il. Sixte n'avait jamais eu affaire à une tentation comparable à celle que lui imposait l'inconnu qui siégeait parfois au tournant des jours ou la nuit devant lui, semblait l'escorter deux dragons à droite et à gauche. Le regard semblait guetter la pointe de la lèvre inférieure sur laquelle battait de l'aile une parole incompréhensible après l'autre, et toutes, tour à tour, s'envolaient, tels des oiseaux qui demeuraient, peuplant la chambre. Ce regard qui semblait venir de plus loin que des yeux, de plus loin que le visiteur même, comme de l'infini, un moment rencontra-t-il le regard de Sixte. Les voilà figés dans l'espace. Une nuit, Sixte demanda: Qui êtes-vous? Azaël. Plus tard, Azaël abaissa sur ses yeux ses paupières et ce fut comme s'il eût retiré des yeux de Sixte un imperceptible aiguillon, comme si de l'extérieur une force invisible eût aspiré le regard de Sixte qui ne pouvait résister à cette attraction puissante. Comme un filet de lumière détaché de lui, son regard côtoyait des mondes inconnus. Les deux dragons endormis à leurs pieds, des anges innombrables, progressivement plus grands et parallèles, multipliaient à perte de vue le reflet d'Azaël, en même temps que les oiseaux affidés formaient dans le ciel un triangle immobile. Ce corps, ces mains que Sixte voyait, qu'il n'eût eu apparemment qu'un geste à faire pour toucher, il devinait qu'il ne pouvait les atteindre, séparés d'elles par un interdit, telle une vitre qu'il n'eût eu qu'à briser pour faire cesser le mirage. Plus près de lui, cependant, que s'il l'eût tenu entre ses doigts ou contre son cœur, Sixte contemplait un visage dont le regard s'était séparé, comme la lumière d'un astre, éteint depuis longtemps, chemine toujours continuant à éclairer des continents lointains. Si Tantale avait moins souffert, le supplice de Sixte l'exaltait, le comblant de joie. Des nuits entières, il demeura immobile et muet devant cet être intangible qui l'éblouissait. Par instants, Sixte apercevait, tel un météore, une main qui se levait dans le silence, battant la mesure d'une voix dont la musique lui parvenait, seule. La splendeur du visage d'Azaël lui dérobait son corps avant que l'éclat même du visage d'Azaël lui dérobât son visage. Le spectre un moment se déplaça. Il errait dans la chambre. Sans doute venait-il mettre fin à la solitude perpétuelle de Sixte. Quelqu'un était devant lui, qu'il s'agissait d'apprivoiser, de retenir. Enfant, pensait Sixte. Quand je communiais, c'était à l'épaule de Dieu que s'appuyait ma tête. Le prestige de ce relais a disgracié pour moi toutes les épaules des hommes. Parce que je n'ai pas su m'élever jusqu'au visage qui m'eût ravi pour toujours, j'ai manqué à la sainteté, et parce que j'ai refusé d'être un saint, mon enfer particulier est la hantise à travers tous les visages d'un visage inaccessible. Merci à vous.